Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. À la une ce soir, de graves périls sur les droits de l'homme et libertés au Cameroun. La dernière déclaration d'Amnesty International et d'une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme enregistre de nombreuses exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La récente attaque meurtrière de Manfé ou encore les arrestations et entraves aux droits de journalistes préoccupent ces défenseurs des droits humains qui pointent un net recul de l'état de droit au Cameroun. Rendez-vous en août 2025, les nouvelles autorités militaires au Gabon annonce la tenue de l'élection présidentielle dans moins de 2 ans. Le chronogramme de la transition vient d'être publié au lendemain d'un conseil des ministres. Il prévoit, avant la présidentielle 2025, un dialogue national inclusif et un référendum sur un projet d'une nouvelle constitution. Précision en page étrangère de ce 20h. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. Portée disparue il y a 5 mois environ à Baram, dans le département des Hauts-Plateaux, une fillette de 3 ans a été retrouvée à Douala. Les enquêtes de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest révèlent qu'elle avait été kidnappée par une jeune femme âgée de 24 ans qui justifierait son acte par des difficultés de concevoir qu'elle éprouve. Les détails de cette rocambolesque histoire avec Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Heureuse entre les bras de son père, cette fillette âgée de 3 ans profite d'une chaleur qui lui a manqué pendant plusieurs mois à la suite de son enlèvement au domicile familial à Baham, dans le département des Hauts-Plateaux. Les parents ont immédiatement saisi le chef de la division régionale de la police judiciaire. Instruction est donnée à la brigade anticriminalité de tout mettre en œuvre afin de retrouver cet enfant. Sauf que l'absence de certains éléments rend l'enquête complexe. Nous n'avions pas de demande de rançon. Aussi, nous n'avons pas d'indices probants. Les fins limiers de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest trouvent finalement moyen d'appâter l'auteur de l'enlèvement. Une annonce montée dans les réseaux sociaux dans laquelle on proposait une lourde récompense à toute personne qui trouverait l'enfant a été montée. Sans tarder, une dame a joint téléphoniquement les parents, localisés donc par nos soins du côté de Douala. Elle a été interpellée à la suite d'un guet-apens et détenant par devers elle l'enfant de 3 ans qu'elle a kidnappé 4 mois avant. Exploitée, d'abord, elle a nié les faits mordicus. Pourtant, l'analyse profonde et minutieuse de ces données numériques a montré le contraire. Interrogée donc à nouveau, elle est passée aux aveux complets, démontrant que c'est elle-même qui avait kidnappé l'enfant. L'aboutissement heureux de cette enquête est l'occasion pour le chef PJ Ouest d'attirer l'attention des parents sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Cameroun. Et je continue de sensibiliser les parents à une vigilance accrue parce que nous avons constaté que le phénomène des enlèvements prend une courbe ascendante dans toutes nos villes actuellement. Âgée de 24 ans, Karel, célibataire sans enfant, a justifié son acte par les difficultés qu'elle éprouverait à enfanter. Mais les enquêteurs disent avoir eu suffisamment d'éléments qui laissent croire qu'elle n'est pas à son premier coup. Et le tribunal militaire sert de cadre depuis ce matin aux confrontations entre les inculpés dans l'affaire Martinez-Zogo. La première confrontation concerne le commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko et le lieutenant-colonel Justin Danwe. Compte rendu de Joël Essengue et Guy Zogo. Dans l'affaire Martinez-Zogo, l'option du juge militaire est de poursuivre avec ses investigations. Après l'information judiciaire qui avait pris le mois d'octobre et une partie du début du mois de novembre, on en est maintenant aux confrontations suite aux déclarations des uns et des autres. Et aujourd'hui, depuis 10 h du matin, c'est la confrontation entre le commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko, directeur général de la Direction générale de la recherche extérieure, et le lieutenant-colonel Justin Danwe. On sait depuis le début de cette affaire que le lieutenant-colonel Justin Danwe est celui qui a fait un certain nombre de déclarations, notamment qu'il avait mené le commando qui a conduit à la torture de Martinez-Zogo et finalement à sa mort. Le lieutenant-colonel Justin Danwe qui a également mis en cause le commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko, son patron à la DGRE, lequel lui a affirmé qu'il n'était au courant de rien dans cette affaire. C'est donc à la suite
des nouvelles auditions faites par le juge militaire assisté par le commissaire du gouvernement et 3 de ses substituts, que le juge militaire mène maintenant les confrontations, ce qui laisse entendre qu'il y a toujours des divergences dans les déclarations du commissaire divisionnaire Maxime Eko et du lieutenant-colonel Justin Danoué. En dehors du lieutenant-colonel Justin Danoué et du commissaire divisionnaire Maxime Eko, on sait également que Jean-Pierre Amougou Belinga devrait lui aussi passer en confrontation avec les autres acteurs de cette affaire, Martinez-Zogo. Dans cette procédure, il s'agit donc pour le juge de se faire ses propres certitudes avant d'envisager effectivement d'aller vers un procès dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Les travaux d'aménagement des voies de contournement du complexe sportif d'Olembe sont à l'arrêt depuis la fin de la CAN 2021 au Cameroun. Ces voies étaient censées fluidifier l'accès au stade. Les populations riveraines sont consternées. Reportage à Cyril. Nkozwa, lieu dit entrée ministre à la sortie nord de Yaoundé. C'est le point de départ de la voie de contournement du complexe sportif d'Olembe. Depuis la fin de la CAN 2021, les travaux d'aménagement de cette voie sont à l'arrêt. On avait notre faux goudron que notre ministre nous avait jeté si on était à l'aise. Depuis qu'ils nous ont trompé, soi-disant, la canne est montée, la canne est descendue. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ce que nous on vit au quartier là, c'est la mort. Même le camion ne s'en sort pas. Avant la canne, on nous avait juste donné l'impression de vouloir nous rendre à l'aise. Pourtant, réellement, on nous masquait juste les choses. Les engins destinés aux travaux sont garés depuis belle lurette et bientôt envahis par les herbes. L'arrêt des travaux sur cette voie, en contrebas du complexe sportif d'Olembe, n'est pas sans conséquence sur le quotidien des populations. Avant la CAN, on a lancé la route, tout le monde était content, on savait que le développement est enfin arrivé en Nkozwa. Quelques temps après, on a arrêté les travaux. Voilà, tout le temps, on est au garage avec des voitures. Oui, parce qu'il y a des nids d'abeilles qui sont formés, il y a tout ça, ça vient gâter la route. L'eau stagne un peu de partout. Pour en rajouter à la souffrance des populations, des tas d'immondices jonchent désormais cette voie non aménagée. La situation pourrait même s'aggraver pendant la saison sèche. On souffre trop. Quand il pleut, même ici, c'est grave. L'eau stagne souvent là et ça crée les moustiques bien même. On ne dort même pas. On respire un peu de l'air parce qu'il pleut. D'ici quelques semaines, ce qui est sûr, c'est que la saison sèche s'annonce déjà. Ça serait grave. La Chimamelu même. Mieux. On nous laissait avec notre faux goudron comme on était avant. L'aménagement de la voie de contournement visait à multiplier les entrées et fluidifier l'accès au complexe sportif d'Olembe. Les travaux, curieusement, n'ont duré que le temps de leur lancement. Environ 6% des Camerounais, soit près de 2 millions de personnes, souffrent du diabète au Cameroun. Ce nombre de malades pourrait augmenter dans les prochaines années si rien n'est fait. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette pathologie, ce 14 novembre, les diabétologues recommandent aux populations d'avoir une alimentation équilibrée et surtout de pratiquer régulièrement une activité physique. Les précisions dans ce reportage de François Dikoumé et de Claude Jessia. Affection chronique qui se caractérise par une hyperglycémie à jeûne supérieure ou égale à 1,26 g par litre, le diabète est fréquent au Cameroun et touche 6% de la population. L'obésité, la sédentarité, l'hérédité, la malnutrition et le tabac sont les causes majeures de cette pathologie qui se caractérise par plusieurs symptômes. Il va uriner beaucoup, il pourra se lever 3 à 4 fois, surtout au cours de la nuit, pour faire une miction. Il va également manger énormément et paradoxalement, il va perdre du poids, il aura soif. Le patient peut présenter des crampes, de picotements au niveau des membres inférieurs. Ils peuvent également consulter pour des troubles visuels. Selon les diabétologues, les patients des diabètes de type 1 et secondaire ont des possibilités de guérison. Le diabète de type 2, quant à lui, est incurable. Il n'existe pas encore un traitement radical qui puisse éliminer le diabète. Cependant, nous nous efforçons, pour ce qui est des soins, à faire
que le malade soit équilibré. Avoir un diabète stable, c'est suivre un régime et prendre régulièrement ses médicaments. C'est un régime qui se veut pauvre en glucides, pauvre en lipides, c'est-à-dire tout ce qui peut être gras, graisse, et riche en fibres et en légumes. Chose pas facile pour les patients, mais possible avec de la détermination. Je ne sens pas l'odeur de sucre. Je mange beaucoup de légumes. Ça fait presque 8 ans que je vis avec ça. Et je fais tous mes petits travaux. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette pathologie, une campagne de dépistage gratuite est organisée à l'hôpital général de Douala. À partir de 20 ans, nous souhaitons que chacun puisse avoir même une glycémie annuelle. Manger équilibré et bouger sont quelques précautions à prendre pour éviter cette pathologie. Et parmi ces personnes qui souffrent de cette maladie chronique, on y dénombre des enfants. Selon le ministère camerounais de la Santé publique, 112 enfants sur 1000 pris en charge dans les cliniques souffrent de ce diabète. Des cas de décès sont régulièrement enregistrés. Élisée Bogba, Ben Christi Moudio. Le diabète infantile est en augmentation au Cameroun ces dernières années. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, plus d'une centaine d'enfants sont décédés des suites des complications liées à cette maladie chronique. Un total de 1000 enfants qui ont été enrôlés dans cette clinique, 718 qui sont encore suivis et 137 qui sont sortis. Nous avons malheureusement perdu 112. Enfants décédés des suites de complications. Le diabète progresse également au sein de la tranche des adultes. Alors qu'il y a de cela 2 ans, le nombre de diabétiques était inférieur aux millions au Cameroun. Aujourd'hui, il se chiffre à 2,5 millions selon le MinSanté. À ce jour, notre pays compte environ 2,5 millions de malades diabétiques, soit une prévalence qui varie entre 6 et 8%. Malheureusement, près de 80% de la population camerounaise ignore son statut diabétique. Pour ces millions de personnes atteintes de diabète, le système de prise en charge comprend notamment une dizaine de cliniques spécialisées. Le Cameroun compte 11 cliniques spécialisées dans la prise en charge du diabète, 664 personnels formés à cette prise en charge. Une prise en charge qui est justement questionnée à travers le thème de cette édition de la Journée mondiale du diabète qui se veut accès aux soins du diabète. La propagation des informations erronées en temps de crise sanitaire peut conduire à de graves conséquences. Partant de l'expérience du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé sensibilise les hommes des médias dans la sous-région Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest sur la notion de l'infodémie, l'urgence étant de favoriser l'atteinte des objectifs de la santé publique en période d'éventuelle crise sanitaire. Jiresiopa, Kevin Thiogo. Le Covid-19 est depuis le 5 mai 2023 sorti de la liste des urgences sanitaires mondiales. L'épidémie qui a fait au moins 20 millions de morts à travers le monde a révélé une autre crise tout aussi dangereuse. L'infodémie, la pathologie de l'information caractérisée par la propagation à grande échelle des données, très souvent erronées, qui rendent complexe la conduite des interventions d'urgence en matière de santé publique. L'exposition des fake news, des théories complotistes et des controverses médicales a fait la démonstration que le champ de la santé était dissociable de celui des processus communicationnels. Dans la sous-région Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, l'Organisation mondiale de la santé met à la disposition des hommes et femmes des médias des outils nécessaires à la recherche, la vérification et la diffusion des informations en temps d'épidémie. Cela dit, les pays continuent à se préparer aux prochaines épidémies et il est important que les personnels des médias soient sensibilisés à cette notion d'infodémie, c'est-à-dire les informations qui en fait ne sont pas vérifiées, des informations pour lesquelles les sources ne sont pas certaines et qui vont à l'encontre des objectifs de santé publique. Donc l'idée c'est de pouvoir former des gens qui vont ensuite essayer à leur tour de faire comprendre au maximum de gens l'impact que peuvent avoir la désinformation, les fausses informations, etc., les rumeurs et tout ça, sur la santé publique. Le péril est d'autant plus grand que les plateformes numériques et les réseaux sociaux décuplent à la vitesse de propagation des campagnes de diffusion de fausses informations. Le renforcement du fact-checking dans les rédactions fait partie des différentes mesures préconisées.
La veuve du nationaliste Ruben Umniobe a entamé son dernier voyage à Ezeka dans le département du Nyong-Ekele. Pour l'inhumation de Marie Ngonjok, aucun membre du gouvernement n'a effectué le déplacement pour apporter un soutien à la famille de celui qui a sacrifié sa vie pour la libération du Cameroun. Le récit de Joël Niem, Nadine Guafo et Christine Babanda. Quelques leaders politiques, autorités traditionnelles et élites locales ont bravé une pluie battante pour assister aux obsèques de la deuxième épouse du nationaliste Ruben Umniobe à Bomiebel, arrondissement d'Ezeka. Les membres du gouvernement, quant à eux, ont brillé par leur absence. Personne pour porter haut le message du chef de l'État, si ce n'est Valérie Norbert Kuela, préfet du département du Nyong-Ekele. J'ai appris la triste nouvelle du décès de Madame Veuve Umniobe. Je tiens dans cette circonstance douloureuse à vous adresser, ainsi qu'à la grande famille du Podor Ruben Umniobe, mes sincères condoléances auxquelles j'associe la compassion émue de mon épouse. Marie Ngonjok Yebga devait mourir un 13 septembre, date à laquelle fut assassiné son défunt époux. Podor Umniobe l'avait dit avant sa mort que sa femme va mourir le même jour, la même date que elle. Son fils Daniel Umniobe porte encore les stigmates du maquis. Ma mère Marie Ngonjok Yebga aussi, par la grâce de Dieu, a mis les bras ensanglés de ma grand-mère qui me portait au moment où la balle l'avait atteinte et a s'échappé en se cachant avec moi dans ses bras. Élevée au rang de chevalier de l'ordre et de la valeur par le président Paul Biya, la veuve de Ruben Umniobe, 90 ans, décédée au centre hospitalier de la Caisse nationale de prévoyance sociale, repose désormais aux côtés de son héros. Le 6 novembre 2023, les séparatistes mettent le feu à plusieurs domiciles habités. Bilan, au moins 20 morts. Une attaque sanglante qui vient s'ajouter à la longue liste déjà enregistrée depuis le début de la crise anglophone. Au moment où le Cameroun doit subir son évaluation périodique en matière de droits de l'homme au niveau international, Amnesty International, dans son rapport portant sur les violations des droits de l'homme, dénonce toutes ces attaques et appelle publiquement les États membres de l'ONU à produire des recommandations fortes pour la protection et le respect des droits de l'homme au Cameroun. La synthèse de ce rapport avec la fleur signée Innocent Bega. Dans son nouveau rapport portant sur les violations des droits de l'homme au Cameroun, Amnesty International dénonce les nombreux actes violents et sanglants perpétrés par les groupes séparatistes ayant porté atteinte à la vie de plusieurs individus. Le dernier en date, celui du 6 novembre dernier, dans la localité de Mamfé. Il a coûté la vie à au moins 25 personnes. L'ONG rappelle que les populations des régions du nord-ouest, sud-ouest sont victimes de meurtres, de violences sexuelles, d'enlèvements, de destruction d'habitations depuis le début de la crise en 2016. Des violations que l'organisation internationale impute à la fois aux forces de défense de sécurité et aux groupes séparatistes. L'Organisation de défense des droits de l'homme dénonce les arrestations arbitraires des personnes accusées d'être des séparatistes armés ou soupçonnées de les soutenir. Autre préoccupation d'Amnesty International, la question de la sécurité des journalistes, défenseurs de droits de l'homme et militants qui subissent régulièrement des menaces au Cameroun. Ils appellent le gouvernement camerounais à une enquête sur tous les délits impliquant les forces de défense et de sécurité et les séparatistes anglophones. Ce rapport est publié alors que le Cameroun est soumis à l'évaluation internationale en matière de respect des droits de l'homme. Et hors des frontières du Cameroun, en août 2025, les Gabonais seront appelés aux urnes. C'est l'annonce faite par le Conseil transitoire qui mettra fin à la transition. Et au Libéria, les électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote ce mardi pour choisir le nouveau président dans un duel serré qui oppose George Weah et Joseph Boaké. Jean-Paul Boyo pour la Mouture internationale. Août 2025, élection
fin de la transition. Cette annonce du colonel Ulrich Manfumbi, le porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions, limite désormais la durée de la transition à 2 ans au Gabon. Selon le communiqué numéro 026, les principales étapes de ce chronogramme sont l'organisation d'un dialogue national inclusif en 2024, incluant toutes les forces vives de la nation et présidé par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Iba Iba. En juin 2024, le Parlement actuel sera transformé en assemblée constituante avec pour principale mission la rédaction de la future constitution qui, elle, sera adoptée par référendum en 2024. Autre élément essentiel, le code électoral et la liste électorale seront révisés entre mars et avril de la même année, suivi d'une distribution de cartes d'électeurs pour les élections prévues le même mois. Cette refonte du système électoral très décriée ces dernières années marque un pas déterminant vers un meilleur avenir pour tous les Gabonais. Au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour le second tour de la présidentielle qui met aux prises Georges Weah, président sortant, et Joseph Boaké, ancien vice-président. Les résultats du premier tour du 10 octobre dernier annonçaient déjà la couleur d'une joute électorale serrée entre les deux challengers. Au Niger, comme l'a indiqué dans un communiqué lundi son parti, Génération et Peuple Solidaire, l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro séjourne à Niamey où il est arrivé le samedi 11 novembre 2023. Guillaume Soro a été reçu en audience par le général Abdourahmane Tiani. Gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la transition, au président de la transition qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. L'ancien premier ministre ivoirien annonçait déjà dimanche dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux vouloir mettre fin à son exil entamé en 2019. En sport, football, le Cameroun contre l'île Maurice c'est samedi dès 17h au stade de Japoma à Douala. En prélude à cette rencontre comptant pour le premier tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables ont eu leur première séance d'entraînement ce mardi au stade de la réunification de Douala. C'était en présence de nos reporters Raoul Taboufoué, Emos Fongor et Fabrice Eloumou. Nous sommes ici au stade de la réunification de Douala Bipanda et c'est la première séance d'entraînement des Lions indomptables en vue du match de vendredi prochain contre l'île Maurice, comptant pour la première journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Et bien sur l'aire de jeu actuellement, seuls 15 joueurs prennent part à cette séance d'entraînement où ils travaillent sur le réveil musculaire et la cohésion du groupe avec l'ensemble du staff technique bien présent. Il faut noter que sur la pelouse actuellement, un seul des 3 joueurs locaux convoqués répond présent. Lionel Ateba, appelé en remplacement de Vincent Aboubaka, blessé en club, est bel et bien sur le terrain et prend part à cette séance d'entraînement. L'attaquant de la Dynamo Club de Douala, qui a inscrit déjà 5 buts cette saison en Elite One en 7 rencontres disputées. Lui qui est passé par plusieurs clubs du championnat Elite One, notamment Coton Sport de Garoua, PWD, AS Fortuna ou encore AS Étoile Meki. On note également un autre joueur local qui a été appelé dans la tanière, qui est en route pour rejoindre bien sûr le groupe. Il s'agit de Eric Moursou, le milieu de terrain de 19 ans de Coton Sport de Garoua, 3 fois champion du Cameroun et demi-finaliste de la Coupe de la Confédération africaine de football. On note également que le défenseur de Bamboutos Football Club de Bouddha, Franck Achama, a été appelé en dernière minute pour pallier à l'absence d'Harold Moukoudi, blessé. Et donc le récent médaillé d'or au jeu de la francophonie avec les Lions U20 du Cameroun a lui aussi eu la confiance de Rigobertson. Donc ils sont au total 3 joueurs locaux en plus de l'ensemble des joueurs qui ont été convoqués. On note que Franck Zambo Anguissas va arriver dans la tanière dans la nuit de ce mardi pour compléter finalement l'effectif. Comptant pour les premières et deuxièmes journées de ces qualifications de la Coupe du Monde 2026. Le premier match, c'est face à l'île Maurice vendredi prochain au stade de Japoma. Et la deuxième journée, ce sera face à la Libye. Ici, au stade de la réunification de Douala Bipanda, Raoul Taboufoué, Emos Fongo, Fabrice Eloumou pour Equinox Télévision. La demi-finale de la CAN 2010 entre l'Égypte et l'Algérie a connu de nombreux soubresauts. Battu 4-0, l'Algérie crie au complot et des observateurs dénoncent un arbitrage pas vraiment à la hauteur.
Retour dans chemin des CAN numéro 43 sur cette demi-finale qualifiée de match de la honte à la CAN 2010 en Angola. Emmanuel Diop avec Cyril. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. Une vive altercation entre le gardien de but algérien et l'arbitre. Cela illustre de fort belle manière le degré de tension ayant entouré le match Égypte-Algérie. Le 28 janvier 2010, devant 25 000 spectateurs au stade de Benguela, les deux pays disputent les quarts de finale de la CAN 2010 en Angola. La Confédération africaine de football a confié la direction du match à l'arbitre togolais Kofi Kodja. La tension est à son paroxysme au vu de la rivalité entre les deux nations. Mais c'est à la 38e minute que les choses vont basculer dans le mauvais sens côté Algérie. Parti à la limite du hors-jeu, Meter, l'attaquant égyptien, pris entre deux défenseurs, s'écroule dans la surface de réparation. Kofi Kodja siffle penalty. Mieux, il adresse un carton jaune, puis un carton rouge à Alish, le défenseur algérien supposé avoir commis la faute. Réduite à 10 contre 11, l'Algérie n'est qu'au début de ses malheurs. Osni transforme le penalty, mais dans sa course, le tireur égyptien marque un temps d'arrêt qui désaxe le gardien. Faut-il reprendre le penalty ou pas? Difficile de le dire. Toujours est-il que la contestation est vive. Chaouchi, le gardien de but algérien, et Kofi Kodja, l'arbitre, sont sur le point d'en venir aux mains. Les esprits se calment par la suite, mais juste le temps pour les deux équipes d'aller à la pause sur ce score d'1-0 en faveur de l'Égypte. À la reprise, l'Égypte inscrit un deuxième but. La frappe de Mohamed Zidane à l'entrée des 18 mètres à la 64e minute est imparable. Aucune contestation. L'Égypte mène 2-0. Le jeu se poursuit, mais 5 minutes plus tard, 69e minute, nouveau tournant du match. Belhadj a les deux pieds décollés du sol au moment de son tacle sur un joueur égyptien, carton rouge. L'Algérie est désormais réduite à 9 contre 11. Pourtant, les malheurs ne font que s'abattre. 80e minute, 3e but égyptien. Excentré côté gauche, Abdel Chafi reçoit un ballon de Zidane. Il frappe à l'angle fermé et marque. Sur ce but comme sur le deuxième, pas de contestation, l'Égypte mène 3-0. Complètement déboussolé, l'Algérie tente tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. Mais le rêve vit définitivement au cauchemar à la 86e minute. Guedo est lancé dans la surface de réparation. Chaouchi sort à sa rencontre et lève le pied. Guedo esquive et tombe plus loin. Il est évident que le gardien ne l'a pas touché. Mais Kofi Kodja siffle et expulse le gardien de but algérien. Les Algériens s'interrogent. Que sanctionne donc l'arbitre, puisqu'il siffle, donne le carton rouge, mais n'accorde pas de pénalty. Et pour que le malheur de l'Algérie soit total dans cette rencontre, l'Égypte inscrit un 4e but par l'entremise de Guedo dans le temps additionnel. Battu 4-0 à 8 contre 11, l'Algérie crie au complot. Jamais un match de demi-finale à la CAN n'a connu autant de soubresauts. Certains parlent même du match de la honte. جدو وبوتريكا الجديد جدو وبوتريكا الجديد النيو بوتريكا للمصريين يسجل الرابع 4-0 في مباراة طبعا انتهت. Ce programme vous a été présenté par Razel. Live the moment. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox aura deuxième partie avec Serge Alain Autour et ses invités depuis nos studios de Yaoundé. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne nuit, Ezeka. Retour
sur le plateau Equinox Soir. C'est la deuxième partie, madame, monsieur, toujours en compagnie de Valère Bertrand Bessala, Willy Mengue, Sa Majesté Patrick Kondondo et Renaud Eboto. Renaud Eboto, dans cette deuxième partie, on va parler de cette image-là qui a fait le tour des réseaux sociaux. Franck-Emmanuel Biya, qui était fait comme ça, membre d'honneur d'une cellule en France, voilà. Est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, pourquoi cette image, pourquoi t'ont fait fuiter cette image? Est-ce qu'il y a un message derrière? Bien sûr qu'il y a un C'est message derrière. Le premier message, c'était de dire qu'il est membre du RDPC. Pour ceux qui en doutaient encore, oui. Donc il affirme qu'il est membre du RDPC. Le deuxième message derrière, c'était de voir l'homme. C'est-à-dire, beaucoup n'avaient pas encore entendu sa voix. Beaucoup ont découvert sa voix et ont découvert l'homme dans sa stratégie, dans sa manière de penser, etc. Et enfin, le troisième message subliminal, c'était de dire qu'il soutient la candidature du président Biya à la prochaine élection présidentielle. Et donc, ça a un peu surpris. Vous savez que l'effet de surprise est toujours important en politique. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà, Willy Mengue. Comme il dit, on a vu Franck-Emmanuel Biya, mais Franck, ça me dit qu'il va accompagner son père. Première des choses, Franck veut dire qu'il ne sera pas candidat en 2025. Il va accompagner son père. Et comme a également relevé Renaud, beaucoup de messages, on a pu décrypter un certain nombre de choses. Franck, pour ceux qui doutaient encore, montre qu'il est du RDPC. Voilà. Et la suite, on la connaît. Franck-Emmanuel Biya n'est pas candidat en 2025. Pour vous, ça vous arrange? Bon, nous qui c'est le MRC, parce qu'il faut, je parle de vous. Il faut préciser. Parce que ça se dit de plus en plus que France est le futur de ce candidat pour le RDPC en 2025. Le MRC n'a pas un souci avec... bien une préférence? N'a pas un souci avec la candidature de qui que ce soit. Ce n'est pas une affaire du MRC. S'il faut se prononcer sur la perspective politique de Franck-Emmanuel Biya, ce sera plutôt une affaire de tous les Camerounais qui devront se poser juste une question. Est-ce que le régime des présidences à vie, qui à leur crépuscule génère les dynasties, est la bienvenue dans un Cameroun qui a sombré à plus de 40 ans, c'est-à-dire le régime de présidence à vie, M. Biya, devant mourir au pouvoir naturellement, comme le candidat naturel. Et puis son fils, Franck-Emmanuel Biya, vient à se présenter à la tête de ce pays. Ça, c'est une question à laquelle... S'il est présenté par le RDPC. Ça, c'est une question à laquelle tous les Camerounais devraient répondre, pas seulement le RDPC. Moi, je dis, pas seulement le MRC. Moi, je dis... Willy Mengue, si le RDPC investit Franck-Emmanuel Biya, il faudra il faudra déjà que on puisse d'abord consoler les franquistes, parce que je crois que depuis quelques jours, ils ont été désillusionnés. Les franquistes sont désillusionnés. Ils ont emprunté un train qui va au nord pendant qu'ils pensaient aller peut-être à l'est. Les franquistes, je crois qu'ils comprennent. Donc vous voulez dire que Franck-Emmanuel Biya a tué le franquisme? C'est pas nous qui disons, c'est des constats. Puisque Franck-Emmanuel Biya, il s'affirme comme faisant partie du RDPC, alors que le tambour du franquisme battait plein et à gauche, à droite. La question est de savoir comment est-ce qu'est-ce qu'ils vont devenir aujourd'hui. Alors, si le RDPC va donc devoir investir M. Franck-Emmanuel Biya à la tête du parti comme président national, comme candidat présidentiel 2025. Pour être candidat déjà au RDPC, je crois qu'il faut d'abord être président national. C'est-à-dire, ne sautons pas cette étape-là. Il y a d'abord le congrès qui devra se tenir dans le RDPC pour admettre M. Franck-Emmanuel Biya à la tête de ce parti. Là est le plus grand enjeu avant de voir la perspective des élections de la candidature à la présidence. Mais est-ce qu'à travers l'acte posé l'audio, ça prouve quand même, c'est-à-dire que Franck-Emmanuel Biya aura déjà accès à congrès, accès à la salle. Il est militant. Donc le RDPC peut le choisir. Bien sûr, le RDPC peut le choisir à la tête du parti. Là, ce sera une deuxième désillusion en dehors des franquistes.
de tous les soutiens du RDD de M. Biya les 40 dernières années, parce que eux, ils donc, sont les soutiens de la première heure du RDPC. Donc, Sa Majesté. Par exemple, eux, ils savent que c'est parmi eux qu'on devra trouver le remplaçant de M. Biya à la tête du parti. Quand surgit soudainement Franck-Emmanuel Biya, militant de la dernière minute. Comment vous dites dernière minute? Puisqu'il a pris... Non, il est... président d'honneur. Ça ne veut pas dire que c'est dimanche qu'il a pris le président d'honneur de cette cellule. Qu'il soit président d'honneur ou pas, moi je dis qu'il y en a qui ont travaillé tellement dans le RDPC qui s'attendent à challenger normalement M. Biya ou à le remplacer que de voir Franck Biya sauter automatiquement et se positionner comme président. Ça veut dire qu'en fait, le RDPC, dans la perspective de voir M. Franck-Emmanuel Biya à la tête du parti, est automatiquement un parti qui va se diviser par 10, par 20 ou par 30, parce que ça va faire des mécontents au sein du RDPC. Ils ne verront pas les mérites, ils ne verront pas les mérites être primés. Il faut comprendre cela. C'est une affaire de politique, c'est une affaire d'intérêt légitime, c'est une affaire où tout le monde voudrait arriver au soleil. Dans le RDPC, il y en a qui ont travaillé jour et nuit et qui continuent à travailler parce qu'ils espèrent challenger librement, pas qu'on leur impose. Qu'on dit que bon voilà, comme au nom de papa, je deviens le président national du RDPC. Ça ne va pas arranger les barons du RDPC. C'est pour ça que tous ne sont pas allés automatiquement dans ce soutien qu'on pensait déjà franquiste. Si ça ne les arrange pas et qu'ils toquent à la porte du MRC, vous serez prêt à les accueillir? Le MRC accueille tout le monde, accueille tous les citoyens. Les barons mécontents du RDPC, ils peuvent venir toquer à la porte du MRC. Ils peuvent venir dans le MRC à condition qu'ils acceptent l'idéologie du MRC et qu'ils se comportent comme des militants d'un autre parti, de ce nouveau parti politique qui sera pour un nouveau parti politique. Mais je crois que quand on sort de ces positions-là, nous devons quand même comprendre qu'il y a nous parlons de quelque chose de très important. C'est-à-dire, M. Paul Biya, président de la République, il aura fait 43 ans en 2025. La perspective de voir son fils candidater à la présidence de la République, vous comprenez, ça pose un problème au-delà des luttes, des batailles. Ça pose un problème. Les dynasties ne sont pas les bienvenues. Quel que soit le cas, ça porte la coloration d'une dynastie. Et le débat sort d'un parti politique en ce moment-là. C'est-à-dire, les dynasties ne sont pas les bienvenues. Je crois même que... Vous pouvez dire la même chose des États-Unis, Bush père, Bush fils? Non, il y a eu... La dynastie. Non, c'était pas directement. C'était pas directement. Donc Franck peut venir après. Mais bien sûr, il serait sage, intelligent pour Franck-Emmanuel Biya de laisser de prendre des distances pour que quelqu'un d'autre vienne d'abord à être président. Est-ce que ça va enlever le fait que c'est le fils du président Biya? Non, quand il a déjà quand même laissé, vous voyez, il faut effacer l'image d'une dynastie, quel que soit le cas. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Présidence à vie et puis maintenant dynastie, ça n'arrange pas ça n'arrange pas l'opinion, ça n'arrange pas un grand nombre de personnes, y compris même les gens qui sont au sein du RDPC. Oui. Donc monsieur Franck pourra d'abord prendre des distances. Oui. Quelqu'un d'autre va devoir candidater. Pourvu que la dynastie n'apparaisse pas comme telle, il peut revenir. Ce sera, après, M. Biya, ce ne sera pas des mandats de 7 ans. Ça sera des mandats que ce soit le cas de 5 ans. Il pourra patienter 5 ans. Non, même au sein du RDPC, il comprend que c'est un débat. C'est que les mandats de 7 ans non renouvelables, ça c'est des débats. Ils comprennent. Donc je dis, la dynastie, président Savi et dynastie, ce n'est pas une dynamique qui doit vraiment permettre à ce que le pays, un pays aussi multiculturel, qui a une assise sociologique très plurielle, ce n'est pas la bienvenue. On a besoin de voir la pensée politique venir d'un autre système, d'un autre cercle. C'est ça qu'on appelle l'alternative. Okay. On ne voudrait pas voir M. Biya qui est au pouvoir, va faire 43 ans, et un autre Franck Biya qui arrive et puis candidater. Ce ne sera pas intelligent pour Franck Biya. Ok. Voilà. D'abord, Sa Majesté Ndondo, comment vous avez accueilli ce président d'honneur-là? Comment ça s'est passé dans le RDP? Oui, le camarade. Quelle lecture vous faites des images de dimanche? Le camarade Franck? Oui, le camarade. C'est la première fois que vous le dites, hein? Oui,
Oui, pourquoi? Sur le plateau. Effectivement, il y a un calendrier qui dépend essentiellement de lui. Oui. Et c'est lui qui peut effectivement mettre en lumière le calendrier qui est le sien et les perspectives qui sont, n'est-ce pas, les siennes, avant que nous puissions savoir effectivement de quoi il est question. Il n'est pas militant de la dernière minute, il a été coopté comme président de la oui, mais il a déjà sa carte depuis, c'est pour cela que nous l'appelons camarade Franck Biaseng. C'est un militant de base. Un militant de base qui est un militant illustre. Et comme les autres Camerounais, comme les autres fils du président, lui, il a l'avantage d'être le fils biologique du président, mais nous aussi, nous sommes les fils du président. Nous sommes les enfants du président, nous sommes nombreux, tous ceux qui sont effectivement dans le parti RDPC. Et je crois que il faut peut-être savoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont essentiellement dépendre du peuple. Nous sommes dans un pays de démocratie. Et généralement, quelles que soient les questions que nous nous posons, il reviendra toujours, n'est-ce pas, au peuple de se prononcer. Et le peuple souverain. Et le peuple souverain, c'est très important. Cet adjectif qualificatif, c'est ça qui va permettre non pas d'identifier un régime comme étant un régime monarchique ou autre chose, mais je crois que tout dépend, n'est-ce pas, du peuple. Mais avant d'en arriver là, je crois que les Camerounais sont posés un certain nombre de questions. Il faut laisser libre, n'est-ce pas, la démocratie s'exprimer, les Camerounais effectivement s'exprimer. Certaines questions ne se posent pas dans le parti. Nous avons un parti qui fonctionne normalement, nous avons les dirigeants de notre parti qui nous donnent, n'est-ce pas, une ligne de conduite et nous suivons, n'est-ce pas, la discipline du parti, les procédures d'accès à quelque niveau que ce soit sont bien élaborées, n'est-ce pas, dans le cadre du parti. Et je crois que nous n'allons que suivre ce que, n'est-ce pas, décide la hiérarchie du parti. Et nous pensons que c'est toujours la discipline du parti qui va l'emporter, contrairement à ce que les gens, n'est-ce pas, pensent. Oui. Nous allons suivre la discipline que le parti nous donne de suivre. Voilà, on va donc suivre Valère Bertrand Bissala sur cette situation, de votre analyse, de ce que vous avez pu voir. Moi, je veux qu'on aille même un peu plus loin. Depuis un certain temps, depuis des mois, on voit Franck Biya, qui est une espèce de communication outrancière, d'attaque. Elle est très offensive, hein. Communication autour de Franck ces derniers temps. Il y a des gens ont parlé, on n'avait jamais entendu Franck parler, et dimanche, bam, on a entendu Franck qui parle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et sur, comme a dit Renaud, c'est la mort du franquisme? Du mouvement franquiste? Pas franquisme? Non, moi je ne parle pas de ce machin-là. C'est un machin. Valère, non, c'est un machin. Vous me parlez de voilà, le mouvement. Je parle d'un mouvement. Oui, c'est des Camerounais quand même sérieux. Ça ne compte pas. Dans un pays sérieux, ça ne compte pas. Restons sur le sujet principal. Voilà. On a engagé c'est une initiation. Pour ceux qui savent voir la transition et la succession, il a commencé son initiation il y a déjà 2 ans. Ouais. Avec la première visite à Fumba, notre encore à Garoua. Il a d'abord arrêté un tout petit peu. Il va maintenant en France. Là, c'est le volet politique. C'est-à-dire qu'on apprête déjà la psychologie des Camerounais à le voir dans le parti, en plein mille. Donc, il va commencer avec les jeunes de France. Et puis, on dit qu'il était déjà, membre d'honneur. Et pour que au prochain congrès dont on entend les bruits, qu'on le propose à quelque chose. Voilà. Donc, c'est une initiation. Parce qu'on a commencé par une initiation traditionnelle avec le sultan, puis Reboba, puis Garoua. Oui. Il reste encore quelques chefferies à parcourir. Et maintenant, on est entré dans l'autre phase initiatique, c'est-à-dire politique. Oui. C'est-à-dire que commencer à toquer la porte politique du parti
pour l'y introduire. Sur le plan diplomatique, cela avait déjà aussi commencé parce qu'on a commencé déjà à le voir dans les voyages du président qui rase des murs. Macron arrive, il est derrière son père et tout ça. Donc la phase politique et diplomatique avait déjà aussi été entamée. Bon, pour la phase mystique, bon, c'est plus compliqué. On ne nous appellera jamais, on n'appellera jamais Equinox pour aller filmer lorsqu'on l'amène peut-être chez quelqu'un qui a donné plein de choses à son père la nuit. Bon, là on imagine que cette phase aussi s'est poursuivie. Mais moi je dis une chose, c'est que pour moi, c'est du vent. Pour moi, c'est du vent. Le Cameroun n'est pas le pays voisin. Le Cameroun n'est pas le pays voisin. J'aime toujours à dire à mes étudiants en marketing politique, les paramètres qui amènent souvent des électeurs à voter pour quelqu'un, lors d'une élection, par exemple, présidentielle, sont des paramètres très complexes. Prenons Paul Biya. Vous allez voir qu'il y a des gens qui votent Paul Biya juste parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau. Ils ne veulent pas savoir s'il a un programme. Ils ne veulent pas savoir. Il est beau. Et pour eux, c'est qu'il faut que nous ayons le président le plus beau d'Afrique. C'est tout. Il y en a qui vont voter pour lui parce qu'il s'habille bien. Ouais, il est toujours mis à 4 épingles, on ne l'a jamais vu autrement. Il y en a qui vont le voter parce qu'ils aiment bien sa démarche. Ah oui, comme je vous le dis, authentique. Il y en a comme ça. Il y en a qui vont le voter, mesure plus sérieuse ou raison plus sérieuse, parce qu'ils trouvent qu'il dirige bien. Il y en a qui vont le voter parce que il a nommé un cousin, un oncle, qui est autour de lui depuis des années. Il y en a qui vont le voter parce que, depuis qu'ils sont nés, ce n'est que lui qu'ils connaissent, et ils ont du mal à intégrer que quelqu'un d'autre, il peut se lever un matin, et il voit notre président à sa place. Vous voyez? Je cite ces paramètres pour vous montrer combien il est difficile de connaître, en fait, le sentiment qui attache un électeur à un individu, pour le porter à la magistrature suprême. Restons sur le poste. Vous comprenez? Quand vous regardez dans l'homme, bon, on va vous le vendre encore de la même façon. Il est beau, il marche bien, il s'habille bien. Bon, on ne connaissait pas sa voix. Bon, d'autres disent qu'il a une voix grave, il parle bien. Bon, je pense que ce sont les femmes davantage qui sont accros à ce paramètre-là, vous comprenez? Mais quand je dis c'est du vent, parce qu'en fait, le temps où on allait encore vendre un candidat en politique sur ces paramètres-là, ce temps est révolu. Parce que les Camerounais ont appris à ressentir le pays dans leur chair. Ils ne veulent plus savoir si vous avez une belle peine, que vous avez un teint comme votre père, vous marchez bien. Leur problème, c'est est-ce qu'il est capable de diriger? Est-ce qu'il est capable de s'asseoir là où les gens pensent quelque chose et on écoute? Est-ce qu'il est capable de mettre une idée et on pense que quelqu'un a dit quelque chose? Est-ce qu'il est capable de tenir les apparatchiks, les gros poissons, ces bandits à col blanc qu'on voit là? Est-ce qu'il est capable de sanctionner? Il a même dirigé quoi avant? Ça a réussi. Qu'on peut penser que si on lui donne le pays, ça va réussir. Vous voyez? Voilà les questions sur lesquelles les Camerounais sont focus. Même le petit enfant qui est au primaire là, quand il voit ses parents souffrir en septembre pour lui payer l'école, il ne peut pas aller voter un mec parce qu'il est beau ou bien parce qu'il est le fils de son père. C'est pour ça que je dis que c'est du vent, monsieur Otou. Donc aujourd'hui, le Cameroun n'est donc pas les pays voisins. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas quitter le quartier et puis un matin on nous dit c'est lui le président. Non, non, parce que là il est au quartier. Ce monsieur dont vous parlez là, il est au quartier. Il n'a jamais rien dirigé. Il n'a jamais fait ses preuves nulle part. Bon, on entend qu'il a été conseiller de... Nous, les Camerounais, on n'a jamais vu ça. Nous, on sait que pour que vous puissiez rester à la magistrature suprême, Aïdjo a fait ses preuves jusqu'en 1958, quand on lui a confié l'affaire. Le président Paul Biya lui-même, depuis 1962 jusqu'en 82, 20 années, il a cravaché. On a vu. Mais lui, il a eu quoi? Il a dirigé quoi? Il a dirigé qui? Chef de service, chef de bureau, sous-directeur? Quoi? Rien du tout. Donc, il ne partira pas du quartier pour venir là-bas. Il faut faire ses preuves. L'autre élément, c'est que, bon, quand nous voyons l'affaire, bon, je crois qu'on va même l'imposer aux amis de Sa Majesté Ndondo. On va vous l'imposer. Parce qu'en fait, c'est le meilleur atout de son père actuellement. Vous savez, parce que son père ne fait plus confiance à personne. C'est-à-dire tous ceux avec qui il a cheminé pendant 41 ans lui ont montré les limites de leur loyauté. Et donc, son père, on voit tel qu'il expose de temps en temps à nos yeux, on comprend qu'il est devenu quand même la canne sur laquelle, l'épaule sur laquelle son père s'appuie beaucoup, le plus, pour pouvoir au moins encore continuer à tenir la machine, parce qu'il ne fait plus confiance à personne. Mais sur le plan donc de la succession, moi, je reste sur un fait. C'est un effet politique. C'est un effet politique parce qu'en fait, l'effet, vous savez, c'est quelque chose comme là, quand vous grattez le dessus, vous voyez, c'est doré. Quand vous grattez là, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le bois.
en fait, ce n'est pas de l'or. On vous a donné une mauvaise marchandise, on vous a vendu une mauvaise marchandise. C'est ça, en fait, que ce monsieur représente pour les Camerounais. Donc, si vraiment son père veut lui donner cette affaire-là, il faut qu'il le jette dans l'arène. Il viendra nous affronter. Certainement qu'il trouvera M. Mengue, il trouvera le jeune en face, il doit faire ses preuves pour que les Camerounais sachent que, bon, encore qu'il fera ses preuves pendant combien de temps? Il n'y reste plus assez de temps. 2 années? Non, je ne trouve pas. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, le président de la République est en train de noyer ce jeune homme. Ce jeune homme parce que Biya, que moi j'ai étudié depuis une vingtaine d'années, quand il veut vous donner quelque chose, il ne vous expose pas. Si Biya veut vous confier quelque chose d'important, il ne vous expose pas. Dès que Biya commence à vous mettre sous la lumière, vous êtes mort. Parce que non seulement son entourage, qui ne veut pas que son fils arrive au pouvoir, parce que son fils, certainement, va les sanctionner, au moins va poursuivre les sanctions que son père n'aura pas terminées sur eux. Mais en plus, il y a que son fils est à son image. Et qu'il n'est pas de leur génération. Même si certains peut-être l'auront utilisé pour avoir certains prébendes pendant que son père était encore là. Il reste qu'il va amener un renouveau et un renouvellement. Donc certainement, il ne fera pas leur affaire. Donc moi je pense que ce n'est pas l'homme de Biya. Biya joue peut-être sur son fils, peut-être pour se protéger lui-même. C'est-à-dire que s'il montre à son fils pendant qu'il est déjà faible que tu ne peux pas, il est en danger. On a vu ce que Kabila a fait à son père en 2001, en RDC. C'est-à-dire que c'est le garde du corps de Kabila père qui est dans les enquêtes et dans les minutes qui a abattu le père Kabila. Et le fils est arrivé au pouvoir. Certainement parce que le fils voyait que ce monsieur... Bon, je pense que mon tour aussi est arrivé. Vous voyez, il y a cela. Il y a comme on dit de lui, comme on dit aussi de sa mère. Donc on dit qu'elle est très présente aussi dans les affaires. Donc vous comprenez que le président est dans une situation où il joue beaucoup de politique pour se protéger d'abord lui-même parce que c'est sa vie qui est d'abord en danger. Il ne peut pas montrer à son fils que ce n'est pas toi, sinon il risque beaucoup de choses, vous comprenez? Il ne peut pas montrer à ceux qui peut-être tournent autour de sa cuisine que ce n'est pas aussi vous, que sa cuisine aussi n'a pas voix au chapitre. Il se met aussi en danger parce qu'il n'a plus les moyens physiques de pouvoir affronter ces gens-là. Alors il doit jouer de beaucoup d'arguties. Donc moi je me dis, il a exposé son fils, il l'a tué. Ce qui est sûr est que son fils aura peut-être voix au chapitre sur beaucoup de choses. Il peut être peut-être dans le prochain régime un ministre éternel. Qui nul ne peut l'en empêcher. Mais candidat du parti, même s'il y va, candidat du parti, une élection normale dans cette République, il ne passera pas, à moins qu'on veuille vraiment nous l'imposer. C'est pour ça que je sors en disant que la meilleure hypothèse pour les Camerounais, c'est que Biya meurt au pouvoir. Parce que s'il prend ce pouvoir-là et le donne à quelqu'un, que ce soit son fils, nous sommes aussi morts. Parce que c'est aussi ça. Parce que comme il disait, c'est la dynastie qui va se perpétuer, c'est la dynastie qui va se perpétuer, et nous, on va continuer à avoir nos yeux pour pleurer. Donc, je vais sortir en disant que ce que nous voyons Biya faire aujourd'hui, je crois que c'est la sagesse du vieux. C'est-à-dire qu'il veut montrer à tout le monde que tout le monde est capable. Mais en fait, lui seul sait, au cas où cela arrivait naturellement, qui peut? Au cas où il décidait de le donner à quelqu'un, qui peut? Donc lui-même, il le sait. Mais lui, moi, je crois que c'est un bras déjà mort pour de bon. Ok, merci Valère. Malheureusement, oui, rapidement, 30 secondes. Non, 30 secondes, je voulais dire que tout ce que Valère Bessala a dit, pour la plupart, c'est vrai, sauf qu'il faut faire attention. 54% de la population camerounaise sont des femmes, 70% portent des mèches brésiliennes. Plus de 50% ont déjà tenté au moins de se décolorer la peau. Ça veut dire que la population camerounaise a un attrait pour le physique. Plus de 70% de la population camerounaise est jeune. Il faut faire attention. Donc la candidature éventuelle d'un Franc Biya n'est pas farfelue. Non, moi je finis avec vous. Sur les aspects de marketing politique. Il est plus jeune, mon ami. Il a 52 ans. Tout au moins sur les aspects de marketing politique de la personne, ce n'est pas farfelu. Oui. Maintenant, mon frère du MRC, lui, il a parlé tout à l'heure à un moment de la neutralité politique. Après, il a dit on ne doit pas s'inscrire dans une dynastie. Mais la politique, ce n'est pas des cadeaux. Vous voyez, le RDPC en pôle position aujourd'hui, ne leur demandez pas de faire des cadeaux à l'opposition. La politique, c'est des rapports de force. Il faut que l'opposition puisse opposer un rapport de force au parti au pouvoir. Vous n'allez pas demander... Le magistrat dit qu'ils vont marquer le pénalty. Justement, c'est de bonne guerre. Parce que si le MRC avait été dans la position du RDPC, ils auraient fait pareil. Donc ça veut dire que ne demandez pas au RDPC, non, ce n'est pas politiquement correct qu'après 43 ans, votre fils vienne. Non, il faut leur opposer quelque chose en face. Si vous ne faites rien, mais ils vont vous marquer un pénalty comme il a dit, tout simplement. On va vous tirer le pénalty. On n'a pas besoin de ce pénalty. Vous tirerez le pénalty contre on va vous tirer le pénalty. Le RDPC, le problème c'est que vous avancez en grand pas, mais dans l'inconnu. Le RDPC va dans l'inconnu. La seule personne qui détient les clés d'avenir,
c'est M. Biya. Vous-même, vous n'en savez rien. Et c'est là il y a tous les Lequel problèmes. Il y a deux Biya. Franck ou bien Paul? Nous parlons de Franck, nous parlons de Paul, M. Paul Biya. Le RDPC ne sait pas n'a pas l'avenir. Franck Emmanuel Biya, il faut. Donc il est difficile pour vous. Faire avec lui. Je crois que M. Biya ne vous a pas du tout aimé, hein, vous les militants du RDPC. Pourquoi? Il devait éclairer la perspective politique du RDPC au soir de son règne. Il a un problème. Ok. Merci. Merci, cher monsieur. Merci, Sa Majesté. Merci, Renaud. Merci beaucoup. C'était. Voilà, merci. Merci, Willy. Merci, monsieur Serge Tour. Merci, autorité. Valérie Bessala. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous on se retrouve demain à partir de 19h, une fois de plus. Bonsoir, Yaoundé.